Marée haute dans les eaux camerounaises. Turbulence annoncée. Jamais une CAN n'a été aussi ébranlée, perturbée. Celle de 2010 en Angola aura été secouée, certes, par l'attaque des flecs sur le convoi togolais, faisant un mort, mais la compétition fut sauvée par le non-refus de la Côte d'Ivoire. Cabinda a connu certes la frayeur, mais au final, la ferveur a fini par combler organisateurs et compétiteurs. La CAN 2022 au Cameroun, c'est d'abord les menaces de report. Infantino subit un retentissant revers, la fermeté des Africains le fait reculer. Mais c'est mal connaître ce monsieur. Infantino n'est pas un enfant de cœur. Il pousse Motsepe à la faute. Le président de la Confédération africaine de football cède sur la pression du lobby de football européen. Des joueurs bloqués pour la besogne des chefs négriers, ils ne pourront rejoindre leurs sélections respectives qu'après le 3 janvier 2022. Dommageable pour bon nombre de sélections, dont le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, comme on le voit, en a souffert. De cette organisation à lui confier depuis 2019. Je serai témoin, à l'instar de Konaté Idriss, Sendou Koulibaly, Etienne Nestor, Soro Draman. Voilà la team RTI version radio de ma carrière. Il y a eu à traiter 18 CAN, dont 10 en couverture totale et intégrale. 2022 serait ma dernière, car la retraite est annoncée l'année même où mon pays, la Côte d'Ivoire, accueillera l'épreuve. Ironie du sort, c'est de Diabo que je suivrai la CAN 2023. Cependant, j'ai eu plaisir à couvrir, soit en étant en studio, comme en 1992, animer le studio en finale d'une CAN est quelque chose d'exceptionnel. Ou en direct, dans les gradins, comme en 2015, à Bata, tombant dans les bras du directeur général d'alors de la RTI, M. Amadou Bakayoko. La CAN se vit et se compte. De belles histoires entourent cette compétition qui reste la plus grande faite sur le continent chaque 2 ans. C'est la seule occasion que des Africains venus du Nord, de l'Ouest, de l'Est, du Centre et du Sud partagent la même passion, parlent de leur Afrique, dansent et chantent ensemble. Qu'elle est belle, cette grande dame africaine, la CAN. Nous sommes en début d'année. Les vœux continuent. Lors de la première CAN en qualité de reporter, c'était chez Mandela, en Afrique du Sud en 1996. Dieu, tu as voulu que je vive le bonheur retrouvé du peuple sud-africain, en compagnie de ton fils Nelson Mandela. Mais tu n'as pas voulu que je vive deux bonheurs à la fois. La Côte d'Ivoire a terminé à la dernière place. C'était ta volonté. Seigneur, tu m'as fait rougir de colère quand le Cameroun avait le sourire large récemment à l'éliminatoire du mondial zone Afrique. Tu as préféré un Cameroun heureux que malheureux à l'orée de son organisation de la CAN 2022. Seigneur, tu m'as assisté dans ma carrière. En 36 ans de carrière, tu m'as tout donné. Tu m'as donné l'inspiration. Tu m'as assisté. C'est ma dernière CAN. Que ta volonté s'accomplisse. J'attends de venir de ce pays la tête haute, comme en 2015. Je sais que tu peux nous accorder cette joie. Faire asseoir la Côte d'Ivoire sur le toit du continent. Tu rendras ainsi ce pays réconcilié. Tu recréeras la cohésion sociale et tu réussiras à asseoir un vivre ensemble sans crainte et sans peur. Je te prie, Seigneur, au nom de tous tes enfants, en ma qualité de porte-parole des sans-voix, mais qui sont, on le sait, en communion avec toi vendredi et dimanche, que 2022 commence par un succès des éléphants de Côte d'Ivoire. Qu'elle soit une année de bonheur, de santé, que les enfants de ce pays mangent matin, midi et soir, que le grenier soit toujours plein, que les élèves apprennent à te connaître et à te craindre, qu'ils soient des exemples d'aujourd'hui et de demain, que la Côte d'Ivoire, ta seconde nation,
trouve la paix sous la direction de ses autorités. Bonne et heureuse année 2022. Que Dieu veille sur ce beau pays. Voilà la vérité. VDS, en son 1373e numéro. On est sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport. Je suis Rachid Sankwasi. Un coup d'œil sur nos auditeurs. Mardi, mercredi, jeudi combiné, puis ce vendredi, on n'a pas travaillé. On a eu à toucher 109 604 personnes. Au moment où nous commençons cette émission, nous sommes déjà à 5 599 personnes. Merci pour votre fidélité. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Opération soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Micha amène de l'eau dans son vin. Il entend désormais rendre compte à la fédération et au ministère. Il va même, dans un courrier publié avant cette rencontre du jour, accorder 5 places au Connor FIF. On a perdu du temps pour rien, pour si peu. Autre fait de l'actualité, les éléphants dans la brouille, préparation chaotique, Baumel passe des nuits blanches. C'est une sélection de conjoncture qui entre en liste le 12 janvier prochain. Les chances de celle-ci, c'est à suivre à VDS. Le top 10 des meilleures fédérations, le résultat définitif en seconde heure. Technique Patrick Alban, réalisation d'Amélie Younoussa. Bonsoir Modou Bané. Bonsoir Rachid Sankwasi. Bienvenue, nos condoléances. Merci infiniment. Mes meilleurs vœux aussi. Charles, bonsoir. Bonsoir Rach. Bonne année à vous. Bonne année à toi aussi. On aura Gourou en direct. Il est déjà là. Bonsoir Martial. Bonne année. Mes vœux les meilleurs. Merci. De nous donner l'opportunité de parler aux Ivoiriens du sport. Merci beaucoup. Dans un court instant, nous nous retrouvons pour parler un peu de cette équipe nationale. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire. Opération de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Quelques grosses révélations. C'est le retour pédalage de Micha François qui joue bas la terre désormais. Il entend rendre compte à la FIF et au ministère. L'homme a compris qu'il allait taper poteau. On va prendre quelques informations du côté du cabinet du ministère des Sports où se trouve un de nos amis infidèles, des fidèles. C'est Sam Séverin, journaliste à Abidjan Sport. Sam Séverin, bonsoir. Bonsoir Rach, bonsoir à nos auditeurs. Grosse opération de soutien, mais de grosses révélations aussi. Écoutez, on ne va pas dire les choses comme ça. Aujourd'hui, il était plutôt question de se mettre ensemble pour être unis derrière notre équipe nationale, tant le ministre des Sports que le président du COCAN sont allés dans le même sens. Et à cette occasion, le ministre des Sports a reçu des mains du président du COCAN un dossier complet avec toutes les priorités concernant la structure qu'il dirige. Alors, tout s'est passé dans un ambiance bon enfant, même si beaucoup de personnes parlent de rétropédalage, nous ne pensons pas que ce soit un rétropédalage. Ce sont deux personnalités unies derrière l'équipe nationale et surtout pour soutenir la campagne lancée par la FIF. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont laissé les gants, ils ne se boxent plus et ils regardent dans la même direction. Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut retenir. Ils regardent dans la même direction. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chahuts, beaucoup de tohu-bohu, mais aujourd'hui, les deux personnalités mettent en avant l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Le ministre Amicha a insisté là-dessus, le ministre des Sports également. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison que nous jouions les oiseaux de mauvaise augure. Autre fait, peut-être pour ce soutien autour des éléphants, on pourrait retenir quoi encore, quoi d'autre? Je pense que chacun des deux s'est fait tirer les oreilles par le Premier ministre. Et aujourd'hui, ils sont sur le même cheval de bataille. Voilà, c'est important. On a entendu là que les postes de chacune de ces personnalités étaient menacés. Et je pense que cela a fait que chacun a mis un peu d'eau dans son vin. Le ministre Amicha a compris qu'il ne pouvait pas sauter le ministre des Sports, même si le COCAN relève de la primature. Aujourd'hui, c'est une synergie de force et tous ensemble, nous devons aller ensemble. Alors, on peut retenir quoi pour terminer, qu'on a perdu du temps pour rien? Oui, il faut retenir que l'État de Côte d'Ivoire a mis les moyens pour les éléphants et qu'aujourd'hui, tout le monde pense que la Côte d'Ivoire, malgré la préparation bâclée, peut ramener le trophée. Les deux personnalités ont insisté pour que les Ivoiriens aillent tous dans le même sens. Il faut que les Ivoiriens soient unis derrière l'équipe nationale afin que le trophée revienne à Abidjan, mais aussi le départ au Cameroun sera aussi pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire ait une expertise
par rapport à la CAN qu'elle va organiser ici. Donc, en revenant avec le trophée, on reviendra aussi avec le flambeau de l'organisation de la CAN 2023. Pour terminer, Saint-Séverin, est-ce que le ministre a fait allusion au 12e homme? Ils seront combien de supporters autour des éléphants? Il y aura 40 supporters si nos calculs sont bons. La délégation du CNSE est composée de 50 personnes, mais il y aura 40 supporters. Et le président du CNSE a donné les gages que la compétition se passera bien. Adonis Kouadio est allé dans le même sens que le ministre des Sports et le président du COCAN. Lui, il est employé là-bas, il ne peut pas dire autre chose. Mais on vous dit que, bon, il passerait peut-être à 100 personnes, c'est une autre information. Bon, on verra ça plus tard. Merci, Séverin, pour toutes ces informations. Monsieur en studio, vous allez rebondir. On a perdu du temps pour rien. Pour si peu, on trouve maintenant les solutions. Effectivement, disons que c'était les égos des uns et des autres qui avaient pignon sur rue. Aujourd'hui, ils sont revenus à de meilleurs sentiments. N'oublions pas que politiquement, ces deux personnalités étaient dans le même cadre politique. Ils y sont toujours. Et aujourd'hui, un clivage pourrait entraîner une déconvenue de l'équipe nationale qui est notre affaire à tous, qui que nous soyons, quelle que soit notre obédience politique. Et donc, que les deux fument le calumet de la paix, je pense que c'est une bonne chose. Ils ont finalement compris qu'il n'y a pas d'adversité quand on occupe des postes administratifs. Il faut se donner la main et que c'est ensemble qu'on va de l'avant. Et je crois que venant du maire, je dirais le ministre et aussi le professeur d'histoire, Amicha François, je dirais que c'est une bonne chose. C'est de la sagesse qui l'a caractérisé. Il a fait référence à certains faits historiques de certains anciens qui disent que toutes les guerres se terminent par une table de négociation. Ouais, donc, pour éviter les négociations, on ne fait pas la guerre. On ne fait pas la guerre. votre avis là-dessus, avant de solliciter Gourou, Chalio, tout est bien qui finit bien. Oui, écoutez, moi, je suis d'autres antennes, je l'avais dit, et que je pense que, c'est mon opinion, le ministre François-Albert Anucha était mal entouré. Il y avait des gens autour des Vatangais qui étaient autour de François Amicha qui l'ont induit en erreur parce que... Un monsieur sans histoire, hein? Un monsieur sans histoire. Même si moi, professeur d'histoire. Oui, moi, un monsieur sans histoire, j'étais surpris un peu de la teneur des propos, des communiqués, j'étais surpris. Parce que je connais l'homme, c'est un monsieur sans histoire. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que certaines personnes l'ont dit en erreur parce que le COCAN un COCAN n'est jamais au-dessus d'une fédération. Encore moins un ministère. Encore moins du ministère des Sports. C'est vrai que ici le COCAN a été rencontre à la primature, mais dans les faits, le COCAN n'est pas au-dessus de la fédération. Et là, le 31 décembre passé, qu'est-ce qui s'est passé? Après tout ce qui a été dit, il y a un courrier de M. François-Albert Amicha, un courrier qu'il adresse au comité de normalisation de proposer les 5 membres qui doivent du comité de la fédération qui doivent figurer au COCAN. Donc vous voyez que les gens ont perdu le temps pour rien, dans une guéguerre inutile, parce qu'il fallait simplement comprendre qu'un COCAN n'est pas au-dessus de la fédération. Parce que c'est la fédération qui a créé le COCAN. C'est ce qu'on oublie. C'est la fédération qui a créé le COCAN. Et la confédération ne regarde que la fédération. La fédération. Et la CAF, la CAN, qui est une propriété exclusive de la Confédération africaine de football, la CAF ne discute qu'avec la fédération. Non le COCAN. Non le COCAN. Donc là, les uns et les autres ont compris maintenant. Parce que vous avez vu aussi le rapprochement entre monsieur Jacques Anouma, qui a été reçu par monsieur Amicha. Et vous avez vu qu'à partir de là, tout est parti. Il y a eu le courrier, Anouma qui a été nommé comme conseiller spécial principal du président du COCAN, etc., etc. Donc là, les gens ont compris qu'il ne fallait pas faire la guerre, qu'il ne fallait pas se... Parce que à la où on partait, la CAF était capable de nous arracher l'organisation de la CAN. Puisque le COCAN veut entrer en guerre avec la CAF. Comment moi, CAF, je peux donner l'organisation de ma compétition à des gens qui me combattent? Donc vraiment, moi j'étais surpris de tout ça. J'ai dit, mais attends, est-ce que les gens ici... Vous avez trouvé un mot qui me paraît juste. Amicha était mal entouré par des Vatangais qui n'ont rien à voir avec le football et qui s'en vont pour faire du n'importe quoi, qui m'excuse du terme. Mais on n'avait pas besoin de tout ça. On n'avait pas besoin de tout ça là. Réaction pour terminer sur cet aspect, Marcel Goro.
Bon, je pense que lors de l'une de nos émissions, à Vérité des Sports, nous avions dit qu'il fallait que les deux camps s'asseyent pour voir l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, si les uns et les autres ont compris qu'il faut aller à l'essentiel, qui est l'intérêt de la Côte d'Ivoire, et qu'ils s'asseyent sur la même table, ils ont fumé le calendrier de la paix. Je pense que c'est ce qu'on recherchait, et donc c'est tant mieux. C'est tant mieux. On reste avec cette équipe ivoirienne de conjoncture, l'équipe complètement décimée, plein de 7 joueurs, soit touchés par la Covid. Il y a même le cas Bogo dopé quelque part, qui est forfait déjà. À 5 jours de la compétition, le sélectionneur national des éléphants de Côte d'Ivoire passe des nuits blanches. Patrice Baumel est confronté à plusieurs cas de défection. Covid, blessures, sanctions sont enregistrées chez nos éléphants. Le stade de préparation entamé il y a plus d'une semaine à Jeddah, en Arabie Saoudite, le technicien français des éléphants revient justement sur le planning du travail établi par le staff avant de se rendre au Cameroun. J'avais prévu dans ma planification, avec mon staff, on avait bossé rigoureusement sur la planification d'une bonne CAN. On avait prévu un match le 30 contre les Comores, qui sont ici avec nous à Jeddah. On n'a pas pu le faire. J'avais pas de quoi faire une équipe. Donc nous avons d'abord annulé et puis nous avons essayé de reporter au 3 janvier en espérant que je puisse récupérer certains joueurs. Donc globalement on devait faire le 30 contre les Comores, le 5 contre le Mali avec une équipe quasiment type qui va démarrer la compétition et pour voir tous les joueurs, ceux qui sont aussi remplaçants, le lendemain le 6, j'avais proposé au Mali de faire une deuxième rencontre. Donc ça aurait fait Mali-Mali 2 matchs. Tout était fait pour. Les Comores, je l'ai reporté. Je ne peux plus faire 3 matchs. C'est trop près. Donc nous allons, et le 6 contre le Mali. Et nous voyagerons le 7 pour Douala pour préparer la CAN. Voilà quelques situations. Gourou, pour pas être à la place de Baumel, il est en difficulté. Oui, tout à fait. Vous savez, avec ce qui se passe, la pandémie de la Covid aidant, on peut dire clairement que la Côte d'Ivoire n'a pas eu de préparation. Et pour les dernières informations que j'ai, c'est qu'il n'y aura plus de match amical. Les éléphants sont susceptibles de partir demain, de quitter Jeddah demain. Et aujourd'hui, ce soir, ils ont le dernier entraînement. Et le premier, où il y aura plus de 10 joueurs sur le stade. Donc, depuis qu'ils sont arrivés, l'équipe de Côte d'Ivoire n'a pas pu réunir plus de 10 joueurs. Et donc, c'est aujourd'hui le dernier entraînement et certainement avant le départ pour le Cameroun demain. Oui, c'est vraiment dommage. Bané, c'est une situation inconfortable. Mes parents du centre, on appelle ça une équipe CAVC, une équipe quelconque qui va partir au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait, honnêtement? Oui, je dirais qu'il ne faut pas tellement avoir peur. Certes, l'entraîneur national, Patrice Baumel, est dans une position difficile. On dirait qu'il a plat ventre sur le dos. C'est-à-dire que c'est une position très, très difficile à accepter. Il n'a pas suffisamment de joueurs. Il y a les cas de Covid et on ne peut rien contre la nature pour ces cas de maladie. Mais je me réfère à cette équipe danoise qui était allée à l'orée du championnat d'Europe en vacances pratiquement et on allait les prendre sur les plages. Ils sont venus et on a vu ce que ça donnait, le premier trophée européen du Danemark. On peut ne pas avoir joué et cela permettra aux joueurs d'économiser leur énergie et de donner le maximum d'eux-mêmes au cours des différents matchs. Surtout, ne pas perdre un match et arriver jusqu'à dépasser au moins le premier tour. J'ose espérer cela parce que aussi s'il y avait éventuellement des matchs, il se pourrait qu'il allait avoir des blessures. Mais j'avoue que c'est, disons, un couteau à double tranchant. Il y a aussi le fait que, n'ayant pas eu de matchs amicaux, ils peuvent être diminués physiquement parce que le seul entraînement ne suffit pas pour pouvoir faire un match, un très grand match de cette envergure. Mais j'ose espérer que ce sont des joueurs qui ont joué, pour certains déjà avec leurs différents clubs avant de venir. Je pense à Kessié, je pense à Jean-Michel Seri, je pense à Pépé Nicolas, je pense à bien d'autres. Et ils ont des ressources qu'ils vont faire valoir parce qu'à ce stade de la compétition, au moins, ils ont fait quelques entraînements pour élaguer les différents muscles. Et je pense qu'ils vont pouvoir tenir la route. Blaise, à votre pipe en parlant des Danois, mais je vais un peu plus loin.
En 82, si je m'abuse, un prisonnier est sorti pour donner la coupe à l'Italie, Paolo Rossi. Votre mot là-dessus, Chalio? Oui, écoutez, c'est vraiment dommageable que la Côte d'Ivoire puisse se retrouver dans cette situation. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas seule. Quasiment toutes les sélections sont confrontées à ce Covid-là, sont confrontées à des matchs amicaux qui ont été aussi dans... Certaines sélections n'ont pas pu discuter des matchs amicaux. Le Sénégal, par exemple. L'Algérie, etc. Donc, c'est compliqué. Maintenant, il faut faire avec. Il faut maintenant remobiliser ces troupes. C'est vrai, c'est pas facile. Mais une chance, c'est que Patrick Boumet, il connaît ces joueurs qu'il a sélectionnés. Les joueurs, les 28, là, il les connaît tous. C'est des gars qui ils ont disputé les éliminatoires de la Coupe du Monde, les éliminatoires de la CAN. Il connaît Badra, il connaît Aurier, il connaît plein de joueurs. Ça lui maintenant. C'est pas son premier match à la tête de la sélection. Franchement, c'est pas son premier match. Ça lui maintenant de remotiver ces garçons et puis présenter une bonne équipe. Parce que là, le calendrier même de la CAN nous arrange. Parce que quoi qu'on dise, franchement, Rachid Messan, si tu ne veux pas battre la Guinée équatoriale, quand tu t'appelles Côte d'Ivoire, tu ne veux pas battre la Guinée équatoriale. La Sierra Leone, c'est que tu n'as rien à foutre à la Coupe d'Afrique des Nations. Franchement. Donc je pense qu'on peut prendre nos 6 points avant d'affronter l'Algérie lors de la 3e journée. Donc je pense que, quelle que soit la situation, c'est vrai, c'est pas bon. Une équipe doit se préparer. Je te rappelle que la Guinée équatoriale, c'est une équipe brésilien qui ne dit pas son nom. Oui, mais maintenant aussi, c'est sûr qu'il faut faire attention sur la Guinée équatoriale a battu la Tunisie. A battu la Tunisie. Ah bon, donc, ouais, non. Donc c'est pas facile. C'est pas facile, voilà. Mais c'est vrai, c'est pas facile, mais je dis quand même que la Côte d'Ivoire a un statut à défendre. Avec la qualité des joueurs que nous avons, c'est maintenant à l'entraînement, au staff technique, de bâtir, de remobiliser tout le monde, de repartir gonfler à bloc. C'est vrai, c'est compliqué, la préparation a été bâclée. Il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a pas eu de préparation. Donc le premier tour servira de préparation. Voilà, effectivement. Les deux premiers matchs serviront de préparation pour lancer la compétition. Et une polémique également fait le tour de la toile, c'est la présence des anciennes gloires telles que Yaya Touré, Didier Drogba, Kolo Touré au sein de l'équipe nationale. C'est une idée géniale, dit l'encadrement technique. Ces garçons et ces messieurs iront juste pour passer un petit moment avec le joueur, question de les encourager. Réaction de Patrick Bombel. Les noms qui sont tout naturellement sortis sont Didier Drogba, en tant qu'ancien joueur, n'allez pas encore chercher d'autres raisons. Yaya Touré, le capitaine qui a porté le trophée en 2015 avec nous. Kopa Barry, qui a eu une grosse influence aussi. Gervinho, qui est toujours actif mais blessé, qui va venir soutenir ses frères parce qu'il en a envie et il en a besoin. Salomon Kalou. Ce sont des gens qui vont venir apporter une énergie sur 2 jours. Ils vont venir à l'entraînement, partager un repas, discuter avec des joueurs, amener aussi bien du réconfort que du sourire, de dire « Allez les gars, je suis avec vous », c'est important. Et c'est peut-être ce qui nous a manqué en novembre. Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir fait venir, peut-être comme l'ont fait à l'époque le Cameroun avec Samuel Eto'o la veille du match, qui est allé leur parler. Voilà, c'est mon petit regret. J'aurais aimé peut-être qu'un de ces joueurs vienne dire « Allez les frères, on est avec vous, on a besoin de cette Coupe du Monde ». C'est mon seul regret. Martial, pour moi, c'était un gros ballon contrôlé par ces anciennes gloires en direction de leurs jeunes frères. Je pense qu'en dehors et à défaut d'une préparation sérieuse, une motivation morale venant des anciens pourrait quand même ragaillardir un peu nos garçons. Votre avis là-dessus? Tout à fait. Lorsqu'on n'a rien préparé, vous l'avez si bien dit, et ils n'ont rien préparé aussi, parce qu'on n'a pas eu de préparation, mais on n'a rien préparé. C'est-à-dire qu'au niveau de la tactique, de tout ce qui est stratégie. Donc, naturellement, je pense que maintenant, il faut de la volonté, il faut de la solidarité. Donc, la présence des icônes comme Didier Drogba, comme Kopa Barry, comme Kalou Salomon et les autres, je pense que c'est quand même un élément motivateur. Donc, les joueurs en auront besoin. Et surtout, tout va se jouer au moral. Parce qu'il n'y a pas eu de préparation. On ne peut pas dire que bon, il faut compter sur la technique, la tactique. C'est maintenant la volonté, le mental qui va l'emporter. Donc, je pense que la présence de ces joueurs-là est assez nécessaire. Oui, Bané, contrairement aux commentaires sur la toile, ils ne vont pas pour être sur le banc. Baumel le dit, ils passeront 2 jours, déjeuneront avec les garçons, passeront quelques heures de causerie. Je crois que c'est comme Martial le dit, c'est motivateur, ça pourrait peut-être pousser nos garçons, ça pourrait booster leur morale, si on peut ainsi dire. Oui, ça peut booster leur morale, mais ce qu'il faut craindre là, c'est le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est quoi?
vous avez des anciens joueurs qui n'ont pas fait de formation pour pouvoir encadrer une équipe de jeunes ou bien une équipe de joueurs qui vont aller raconter leurs prouesses quand ils étaient plus jeunes sur les différents terrains. Ça finit par démobiliser, ça finit par... Est-ce qu'ils s'en vont faire leur propre histoire? Ils s'en vont pour dire, jeunes gens, on compte sur vous, c'est peut-être ça. Je viens. La pédagogie, la répétition est pédagogique. Mais quand chacun d'entre eux va aller, quelle feuille de route on lui a donnée pour pouvoir parler aux gens? Quand vous prenez les 6 noms qui ont été cités, seuls Yaya et Kolo ont fait des diplômes d'entraîneur. Et connaissant ces joueurs, les anciens joueurs qui n'ont pas fait de diplômes, la plupart du temps, quand ils viennent, même s'ils disent il faut mouiller le maillot, il faut faire ceci, ils s'arrêtent là, il n'y a plus rien d'autre à dire. Ça finit par lasser mentalement les joueurs. C'est 48 heures, Bané. Je sais, 48 heures, c'est beaucoup. Non, on a toujours voyagé, je prends un exemple, on a toujours voyagé avec ses enfants. Il y a un jour où c'est un peu porte ouverte, où journalistes, membres de la délégation arrivent à faire un petit tape aux enfants. Les gars, on compte sur vous, soyez déterminés. C'est tout. Je pense que on n'a pas à leur imposer des schémas tactiques, je ne pense pas. Je crois. Oui, je dis, c'est pourquoi je dis que c'est un couteau à double tranchant. Okay. Couteau à double tranchant, dans un premier temps, c'est une bonne chose, mais il faut qu'on leur donne une feuille de route et on leur précise sur quel volet ils doivent intervenir auprès de ces jeunes joueurs. Parce que quand chacun va intervenir, si c'est dans une salle et eux, ils sont sur le pupitre comme ils regardent leurs élèves, à la longue, ça devient lassant et harassant pour ces enfants. Ça se passe au petit déjeuner ou au dîner, je pense. Oui. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Ok, ouais. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Parce que souvent de fois, nous-mêmes, on a reproché aux différents sélectionneurs, aux différents comités exécutifs souvent d'éloigner un peu dans des moments difficiles des anciens footballeurs les anciens footballeurs de l'équipe nationale auprès des éléphants. Mais là, ils viennent pas pour renforcer l'encadrement technique, ils viennent pas pour parler de technique, tactique. Ça, c'est le rôle de Baumel et ses adjoints. Ils viennent là pour apporter un soutien moral à leurs jeunes frères. Ils connaissent le parfum de la compétition, ils connaissent les enjeux, ils connaissent un peu les rouages, excusez-moi du mot, mais les rouages de... Tu as tout le temps décrié les rouages, ce mot-là. Ils connaissent un peu les rouages de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, ils viennent là pour soutenir leurs jeunes frères. Parce que le Cameroun le fait souvent. Tout à l'heure, Baumel l'a dit, le Cameroun l'a souvent fait. On l'a vu même le Nigeria. Le Nigeria le fait. Les sélections le font souvent. Même l'équipe de France le fait souvent. L'équipe de France, qui est curieux, l'équipe de France le fait avec le Magic System. Et ça, à la demande des joueurs de l'équipe de France qui disent à Didier Deschamps, on veut le Magic System auprès de nous. Ils viennent, le Magic System arrive à Clairefontaine, discuter avec les joueurs, ils chantent un peu, ça réconforte. Donc on voit que chaque sélection a sa manière de galvaniser ses troupes. Donc je pense que pour moi, c'est pas une mauvaise chose. Mais c'est pas parce que Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho, Salomon Kalou, Kopa Barry sont avec les éléphants qu'on va aller gagner la Coupe d'Afrique. Non, c'est pas ça. Ils n'ont que 2 jours à passer et après ils disparaissent. Voilà. Ok, on a fait le tour. Et vraiment, il faut dire que nos garçons, ils sont dans des difficultés, mais Bané l'a dit, on peut à tout moment ressembler, prendre les traces des Danois et montrer que sans entraînement véritable, on peut se sublimer. Il y a un cas qui également désole tout le monde, c'est le cas Bowo Sylvain, le gardien de but des éléphants. Bowo suspendu provisoirement par la FIFA après... la consommation d'une substance stimulante classée dans les produits dopants a été détectée dans son urine. Patrick Baumel explique comment on a pu détecter ce produit dans l'urine du gardien ivoirien Bowo Sylvain. Sylvain est présent avec nous depuis le début du stage. Il est très très touché et affecté par cette décision parce que nous avons demandé à Sylvain en début d'année dernière, au stage de mars, d'aller faire un examen oculaire, comme souvent les gardiens font. Il est allé le faire à Abidjan. Le médecin qui lui a fait l'auscultation lui a prescrit des médicaments. Il a pris ces médicaments au mois de mars. Depuis le mois de mars, il a arrêté ces médicaments. Lors du match contre le Cameroun, il y a eu un test antidopage après le match. 2 joueurs avaient été désignés. Sylvain est allé donc faire ce test et le résultat est sorti. J'ai été informé lundi 27 qu'il avait des traces, non pas du produit dopant, parce que lui n'était pas au courant, c'est une tablette par rapport à ses yeux. Ils ont retrouvé dans ses urines de molécules
Donc, nous avons fourni l'ordonnance. Les médecins de la fédération ont de suite contacté le médecin en question qui a fourni la preuve de l'ordonnance. Le joueur n'a plus pris de médicaments depuis le mois de mars. Donc, ce que nous souhaitons, c'est faire appel, qu'il y ait un test effectué dans les plus brefs délais aujourd'hui pour prouver qu'il n'a plus rien. Et s'il n'a plus rien, il pourra participer, j'ose espérer, si la FIFA retire la suspension. C'est une situation là encore, on attend le résultat. Faut-il blâmer déjà Bowo Sylvain, Marcel Gorou? Faut-il quoi? Pouvez-vous répéter la question? Blâmer Bowo pour nos conseils? C'est vrai, peut-être que le règlement de la FIFA est assez clair là-dessus. C'est-à-dire que la première responsabilité incombe au joueur qui doit contrôler tout ce qu'il doit absorber d'abord. Et ça, c'est écrit clairement dans la procédure antidopage de choses. Mais quand même, Bowo était en sélection. Donc, c'est en sélection qu'il allait consulter un médecin qui lui a prescrit un médicament. Donc, logiquement, les médecins de l'équipe nationale auraient pu voir si ce médicament n'était pas interdit, mais ils ne l'ont pas fait, malheureusement. Donc, Bowo s'est caché parce que la première consultation parle du staff médical de l'équipe nationale. Quand vous partez hors du staff médical... Ils accompagnaient le joueur pour aller faire cette consultation. Donc, logiquement, ils auraient pu vérifier si le médicament ne faisait pas partie des produits interdits par la FIFA. Mais ça n'a pas été le cas. Mais donc, le joueur ne peut pas le blâmer. C'est vrai, il aurait dû quand même, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Donc, c'est lui qui va d'abord être suspendu, et c'est ce qui se passe actuellement. Ah oui. Donc, logiquement, je pense qu'on va attendre pour que la FIFA se décide, donc sa décision finale, c'est dans quelques jours, et on verra véritablement ce qui va se passer. Oui, lui, il oublie qu'il est en train de vivre. Quel est ce médicament qui pourrait permettre à Bowo de voir clair comme un jeune de 17 ans? Tu ne peux pas être à ce niveau-là, je te fais avoir par... je vais voir clair... Non, mais il faut savoir aussi que souvent, il y a ce qu'on appelle la tension de l'œil. La tension de l'œil, quand vous l'avez, souvent, si ce n'est pas traité, l'œil peut éclater. Même quand vous portez des verres pharmaceutiques... Donc vous allez à la retraite en même temps? Voilà, quand vous portez des verres pharmaceutiques, il vous faut souvent des gouttes oculaires. Et dans le cas de Bowo, moi, ce qui m'a un peu intrigué, c'est qu'il a arrêté le produit en mars 2020, me dit-on. Or, le match s'est déroulé en novembre 2021. Non, en mars 2021, il a arrêté le produit. Il a repris le produit? Non, il n'a plus pris le produit. C'est du Vastarel qui contient une composante qu'on appelle le triméthaldine. Si on avait gagné le Cameroun, on serait éliminé On serait éliminé. Mais je me suis dit... Moi, je dis bien avant le Cameroun, les autres matchs aussi qui ont été joués, on aurait pu perdre tous ces matchs. Parce que ça peut avoir un effet rétroactif. Dire que bon, il était aligné, donc le produit est toujours dans son corps. C'est pour ça qu'il faut éviter que nous fassions appel. Oui. L'appel peut nous amener très loin. Oui. Parce que depuis mars, il arrête le produit depuis mars 2021. Le match a lieu en novembre 2021. Et regardez l'écart un peu. Il y a un grand écart. Et le même produit est toujours dans son corps. Et depuis 2014, la FIFA a interdit ce produit-là. Mais quel est ce produit qui peut mettre du temps dans le corps aussi longtemps dans le corps de quelqu'un? C'est bizarre. Il est plus que le variant Omicron. Votre avis là-dessus? Honnêtement, je suis dépassé. Non, mais c'est vraiment dommageable. C'est vraiment dommageable. C'est un coup dur pour la Côte d'Ivoire. Parce que quoi qu'on dise, Bowo Sylvain, c'est le gardien titulaire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais moi, ce qui me surprend un peu, peut-être qu'un spécialiste peut bien nous expliquer comment ce produit-là peut rester aussi longtemps dans le corps des gens. Il y a un médecin à écouter un de nos concurrents, pour citer RFI, c'est pas grave. Il y avait une émission où un médecin est venu, parlant du cas de Bowo, il a dit honnêtement, le produit ne peut pas, comment on appelle, mettre assez de temps dans le corps d'un être humain et puis aller détecter cela dans les urines. Oui. Que Bowo, certainement, c'est depuis Jeddah qu'il aurait pris pour retrouver un peu la vue et autres. Mais de mars à maintenant, ce n'est pas possible. Non, mais le contrôle a été fait en novembre.
Après le match. C'est qu'il a fait avant le match contre le Cameroun. Justement, voilà. Sinon, Patrice Baumel dit qu'il a arrêté le traitement depuis mars 2021. Oui. Mais est-ce que Baumel, les médecins de Bobo. voilà le problème. Parce que c'est tout cela qui triche là. Non, parce que après les matchs internationaux, il y a des contrôles antidopage, on tire au sort des joueurs qui passent le test d'antidopage. Moi, je me souviens très bien en 2008 à la Coupe d'Afrique des Nations, il y a un joueur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, je vais taire son nom. Après le match contre l'Égypte, on était tous à Koumassi et le joueur a passé près de 2 heures du temps dans le cabinet là-bas, enfin dans le bureau, en train de passer son test parce qu'il n'arrivait pas à uriner. Pendant 2 heures du temps, il n'arrivait pas à uriner. Donc, tout le monde attendait, les médecins attendaient. Il a fait le test, mais heureusement pour lui qu'il n'y a pas eu de problème. Donc, et pour lui, au Ghana, effectivement, on connaît cette histoire. Il a fallu que le médecin vienne appuyer ses tests. Je peux répondre. Je connais l'histoire. Il revient au médecin de la sélection de vérifier toute prescription faite à un joueur susceptible d'être contrôlé à tout moment. Ça, c'est assez clair. Quand on est un médecin d'une sélection nationale, on doit pouvoir savoir cela. Oui. Et puis de deux, si les médecins s'étaient rendus compte que le médecin et le médicament étaient interdits, ils auraient pu proposer à l'ophtalmologue de changer le médicament prescrit. Mais en dehors de ça, il y a une autre procédure. Même si on savait que ce médicament-là, il était interdit, mais on pouvait solliciter une procédure qui pourrait permettre d'utiliser ce médicament-là. La procédure s'appelle la procédure AUT. Mais les deux moyens étaient là. Les médecins de l'équipe nationale ne les ont pas utilisés. Ils ont laissé le joueur utiliser ce médicament qu'ils savaient interdit. Maintenant, ce que je voulais dire, les médicaments interdits là, par la FIFA, chaque année en décembre, on envoie la liste de ces médicaments-là aux différentes fédérations. Surtout au mois de décembre. Donc, celui-même des médicaments interdits de 2022, depuis décembre, sont déjà envoyés aux différentes fédérations. Donc, je pense que déjà même là, à ce niveau, il y a un problème au niveau des médecins de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je comprends. Moi, je suis convaincu que tout ça s'est passé dans le dos des médecins de l'équipe nationale. Quand un joueur veut tricher, c'est toujours comme ça. Vous parlez du cas de ce garçon dont on tait encore le nom au Ghana, à Koumassi. À Cannes 2008. Passé 2 heures, vous ne pouvez pas uriner parce qu'il faisait exprès. Les médecins ont compris qu'ils allaient passer la nuit là-bas, ils ont appuyé sur la partie sensible. Et deux fois, en 96, c'était comme ça. Quand on veut sortir, trier un joueur, on a peur parce qu'on avait un joueur qui s'appelait Kone Ibrahim Somasangui. On se dit, mais ce garçon, il court comme un cheval. Tout le monde se dit, mais si on le contrôle, on est mort. Mais il n'a jamais été trié. Lui, c'était la chance, c'était la petite histoire. C'est vraiment dommage. On espère que, bon, là, on attend la FIFA pour donner cette information, pour sauver Bobo. Mais ce n'est vraiment pas agréable à l'annonce d'une compétition majeure comme ça. Un des titulaires clés se fait prendre comme ça. C'est vraiment pas du tout sérieux. Là où je suis d'accord un peu avec Gourou, c'est que Martial Gourou, c'est que une sélection, c'est tout ça. Il faut discipliner les joueurs. Il faut que les médecins soient regardants. On contrôle tout. Même la nourriture. Je me demande quel est le cuisinier qui accompagne notre équipe nationale. L'équipe nationale aujourd'hui, il faut avoir je ne sais pas s'il y a eu quelques réglages, mais souvent quand une compétition est terminée, par exemple, ils ont fini de jouer contre le Cameroun, chacun est rentré chez lui. Plus personne n'est regardant sur la nourriture, sur les médicaments qui courent à gauche, à droite, mais j'ai lu ce matin que les Fennecs d'Algérie, ils vont débarquer au Cameroun avec tout un arsenal, des cuisiniers, 5 cuisiniers, avec les mains de chez eux, tout un arsenal au niveau de la cuisine. Ils viennent pas comme ça, parce que tout ça fait partie d'une équipe. Hein. C'est la gestion d'une équipe, c'est tout ça. C'est le médecin, c'est la nourriture. Il y a eu la rencontre tout à l'heure au cabinet. Je suis convaincu que le ministre d'en haut a parlé de tout sauf de l'aspect culinaire. Alors qu'on peut envoyer nos dames là qui savent bien faire la caca, la sauce claire, nos enfants mangent, ils vont gagner des matchs. Oui, ils vont nous imposer d'autres aliments qui ne sont pas... non. Vraiment, c'est tout ça. Il y a tellement d'improvisation parce que tout le monde regarde du côté de la petite valise de M. Ouattara. Il y a combien dedans? C'est ça qui est leur problème.
C'est ça qui fait que, bon, des fois, les petits éléments, on essaie de les rater. Et pour abonder dans le même sens, vous vous souvenez, par exemple, quand les éléphants se sont retrouvés en Éthiopie lors de leur pré-match face à cette équipe pour les qualifications, les joueurs sont arrivés à une heure indue, on leur a présenté des plats vraiment qui n'avaient rien à voir avec ce que les Ivoiriens mangent. Certains ont refusé de manger. Ceux qui ont mangé, certains ont eu des indigestions. Et la suite, on connaît, on a été battu 2-1. Ouais, c'est ça. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, dans un court instant, le top 10 des meilleures fédérations. Messieurs les consultants, vous avez fait un travail colossal, vous en publiant chacun à son niveau le top 10 des meilleures fédérations. La rédaction a essayé de peaufiner tout cela pour un résultat définitif. Je voulais rappeler pour nos auditeurs et pour tous ceux qui suivent Vérité des Sports, surtout nos autorités, j'aurais appris, messieurs, qu'au niveau du sommet, les gens ont tenu compte de ces observations au niveau des meilleures fédérations. Et donc, les 10 qui vont être retenus pourraient avoir d'autres traitements. Après, on passera à un top 5. Et top 5, on aura la meilleure fédération. Je voulais rappeler les critères. C'est le respect du calendrier de la fédération. Quand vous avez un calendrier qui est établi, vous devez respecter ce calendrier. Il y a des fédérations qui ne font même pas 3 journées, on dit la saison est terminée. L'assiduité donc de cette fédération. En 2, performance de la fédération au plan national et international. Vous êtes une fédération, vous organisez des compétitions au plan national, mais il faudrait que vous ayez des résultats au niveau international. Il y a la bonne gouvernance. L'argent du contribuable vous est donné. Qu'est-ce que vous en faites? D'autres utilisent à des fins personnelles. Monsieur passe à la caisse. Quand il a l'argent, il passe des vacances au Bénin ou bien à Paris, laissant la fédération comme ça. La communication. Il y a des fédérations qui ne communiquent jamais. Bané est là. On peut passer 12 mois sans avoir un communiqué sur le communiqué de presse d'une fédération. Et puis, il y a la cartographie au niveau des compétitions de la fédération. Vous ne pouvez pas être une fédération et puis organiser toutes vos compétitions à Abidjan. Je prends un exemple comme ça, le taekwondo pourrait rentrer dans le top, mais le taekwondo, il faut l'avouer, n'existe que par la présence des clubs d'Abidjan. On n'a jamais vu une compétition de taekwondo à Man, à Bouaké, vraiment pas. C'est Gbagbo Ruth qui sauve la fédération de taekwondo. Ça, M. Bamba Cheikh Daniel, on est désolé, vous avez fait un bon travail, mais au plan national, votre cartographie au niveau des compétitions n'existe pas. C'est à Abidjan seulement. C'est un championnat d'Abidjan. Un championnat d'Abidjan. Voilà un peu quelques critères pour vous situer. Donc, le résultat définitif maintenant. Le basketball est dans le top 10. Vous comprenez pourquoi, messieurs. Mahama est un passionné du basket. Il est revenu avec un championnat normal. Il allait toucher le toit du continent avec l'équipe nationale. Oui. C'est normal que le monsieur qui a respecté le calendrier et qui a fait une performance au plan international soit dans le top 10. On parlait tout à l'heure du taekwondo grâce à Gbagbi, grâce à certains tireurs qui ont eu de bons résultats dans les Open. Si c'est Cheikh Salah. Salah, dans les Open. Voilà, cela permet au taekwondo vraiment d'être dans le top 10. Mais il faudrait vraiment retravailler. On veut voir le taekwondo, une compétition du championnat à Bouaké, à Korogo et bien d'autres. Il y a l'athlétisme. L'athlétisme, le résultat a été respecté. Il y a eu quelques championnats à l'intérieur, ici même à Abidjan, et puis au plan international, quoi qu'on dise, quand les talous font des finales, même si ce n'est pas avec succès, c'est quand même une performance mondiale. Le karaté a éclaté son calendrier. Le Namudo, voilà. Ils ont vraiment occupé la scène au plan national. Au plan international, ils ont gagné des trophées et des médailles. C'est très bien. Il y a, qu'on le veuille ou pas, le Maracana. Bleu Charlemagne et son Maracana bougent beaucoup. Il y a des compétitions éclatées à Abidjan. Bravo au Maracana qui est parmi le top 10. Il y a la fédération de motocyclisme. Cette fédération a fait quelques compétitions à l'intérieur, à Abidjan. Vraiment, les motocross et les grosses cylindries, la fédération de motocyclisme a vraiment bougé sur le plan national, même international, avec les vignerons et bien d'autres. Et puis une fédération qui est peut-être la révélation de l'année, c'est la fédération de pédestre. Sport pédestre. Voilà, sport pédestre. La dame, comment elle s'appelle là? Et Saint-Marie. Et Saint-Marie, là, honnêtement, a
a créé beaucoup de choses, jusqu'à même aller créer une confédération africaine, convaincre des pays. C'est une Ivoirienne, chapeau à elle, elle est dans le top 10. 8e, le cyclisme. Allah n'a pas de moyens, il a fait même le Tour de Côte d'Ivoire. Même si ce n'est pas le Tour de Côte d'Ivoire, il a fait le Tour de Boisvlet de Dimokro, appelé Tour de Côte d'Ivoire, mais quand même, il y a des compétitions, ça et là, dans les communes. Et le cyclisme, son calendrier a été respecté. Au plan international, des coureurs comme Cissé ont bousculé le Tour du Faso, Ami Chabongo, c'était bien. Il y a en 9e, dans le top 10, le football. C'est une fédération qui vit une crise, il y a eu la normalisation. Le calendrier du championnat, quoique serré, a été respecté. On a joué une formule bizarre, mais pour sauver le calendrier. Un championnat normalisé, normalisé. Et on a trouvé un champion qui était la SEC. Bon, on a sauvé la situation. À la clé, la normalisation a qualifié, c'est sa mandature, hein, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui en difficulté. Et puis, il y a eu le rugby, qui est dans le top 10. Dr Tano a tout fait, quoique bousculé. Il a organisé un championnat d'Afrique, il a organisé des championnats. Voilà. Il y a des mauvais élèves là-dedans. L'autre fois, vous en avez parlé. La natation, la bosse, autres, ce sont les mauvais élèves. Il faudrait se réveiller. Mais je pense que la natation, il faut quand même que l'ONS puisse remettre à niveau les piscines de l'intérieur du pays. Le lycée scientifique de Yamoussoukro, le lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Quand il finit ici, il s'en va à la natation. Hein. Il va au sapeur-pompier. Donc, c'est-à-dire que quand il n'y a pas ces infrastructures, la natation ne peut pas bouger. Et cette année, vous avez vu qu'ils ont délocalisé les compétitions pratiquement à Dabou. Où il y a la piscine municipale. Et ça, il faut tirer le chapeau à cette fédération qui progressivement est en train de sortir la tête hors de l'eau. En attendant, donc on a le top 10, basket, taekwondo, athlétisme, karaté, barakana, motocyclisme, FIRAP, cyclisme, football, le rugby. Dedans, on sortira, après la CAN, le top 5, c'est la dernière émission avant la CAN. Nous, on prend le vol demain. Merci de prier pour nous. Oui, c'est ça. Et qu'on vienne ici, sur cette table-là, brandir le trophée, parce que je suis convaincu que Dieu nous écoutera et qu'on gagnera cette coupe dans la difficulté qui est la nôtre aujourd'hui. Mais cette difficulté-là sera vaincue parce qu'on en est pour gagner. Martial, merci pour votre collaboration des dernières heures. C'est moi qui vous remercie. Ok, Chalio, bonnes vacances. Je sais que vous serez très sollicité pour les plateaux. Bané, merci également. Merci. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Priez pour les éléphants de Côte d'Ivoire et à bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.